Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 35e conférence d'ECLI. Je me présente, je m'appelle Christophe Pallet, je suis journaliste, grand reporter à TF1, rédacteur en chef pendant 25 ans. Et je suis ravi de vous accompagner tout au long de cette journée. Je sais que c'est un moment très attendu pour chacun d'entre vous, pour pouvoir échanger avec les représentants des principales institutions du nucléaire, mais aussi pour entendre des experts, des exploitants. Alors au programme ce matin, juste après les mots d'ouverture des présidents de l'ASN et de l'ANCLI, comme chaque année, la séance d'actualité concernant le nucléaire. 3 sujets au menu ce matin. Premier sujet sur la concertation autour des réacteurs de 1300 MW. Deuxième sujet, le changement climatique. Et puis nous verrons les enjeux autour des petits réacteurs modulaires, les fameux SMR. À l'ordre du jour, il y avait en principe le sujet du projet de loi sur la refonte de l'autorité de la sûreté nucléaire. Il se trouve que l'équipe ministérielle en charge de ce dossier est actuellement mobilisée sur les travaux de consultation du Conseil d'État. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous les transmettre. Nous ne les traiterons pas en séance. En revanche, elles seront relayées auprès du gouvernement. Cet après-midi, vous attendent 2 tables rondes autour de la culture du risque, avec un coup de projecteur sur des expériences internationales. Et puis, vous aurez connaissance en France de démarches inspirantes pour informer et impliquer les habitants, les élus, jusqu'aux chefs d'entreprise. C'est un programme qui, comme chaque année, a été co-construit par l'ASN et par l'ANCLI, avec les remontées des CLI. Vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions. Il y a un numéro SMS sur lequel vous pourrez envoyer vos questions, un numéro gratuit qui s'affichera tout à l'heure. Et puis, si vous souhaitez poser des questions en direct, vous pouvez le faire lors des temps dédiés à ces questions. 2 hôtesses circuleront en salle pour vous faire passer des micros. 2 petits points de rappel. Toutes les questions, toutes les expressions sont les bienvenues dans le respect, bien sûr, du point de vue de chacun. Et puis, vous pourrez retrouver le compte-rendu écrit de cette conférence sur les sites de l'ASN et de l'ANCLI, ainsi que les vidéos de cette conférence. Un petit point pratique pour terminer, un petit point jamais négligeable. La pause déjeuner, elle est prévue de 12h à 13h30, et ce sera juste à côté, on aura le temps d'en reparler. Avant toute chose, on procède comme il se doit à l'ouverture officielle de cette 35e conférence d'ECLI, avec les 2 présidents de l'ASN et de l'ANCLI. Je vous propose pour commencer d'entendre Bernard de Rozuc, le président de l'ASN, que j'invite à monter sur scène. Monsieur de Rozuc, bonjour. C'est à vous. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'ANCLI, on m'entend ? On vous entend très bien. On m'entend mieux, très bien, je recommence. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'ANCLI, mesdames et messieurs les présidents des CLI, mesdames et messieurs. Tout d'abord, bonjour à tous. Après une session, une conférence organisée en 2000, totalement à distance, compte tenu du contexte, après une conférence 2021 organisée sous forme de plateau filmé avec une retransmission en direct et une formule 2022 encore différente puisque nous étions en province à Tours, nous voici ici réunis pour cette conférence de 2023 dans un lieu que nous connaissons bien, qui a eu l'occasion de nous accueillir à plusieurs reprises. Ce matin, nous évoquerons un certain nombre de grands dossiers d'actualité et notamment 3 sujets qui illustrent les enjeux posés par les nouvelles perspectives. C'est un peu gênant les micros. Vous m'entendez ? Oui. Les nouvelles perspectives nucléaires ouvertes suite au discours du président de la République à Belfort. Ces 3 sujets ont été rappelés précédemment et je n'y reviendrai pas. La poursuite de fonctionnement des réacteurs, tout d'abord, dès lors que les conditions de sûreté le permettent, avec les marges suffisantes, est vraisemblablement un des sujets qui a connu le plus de bouleversements en termes de perspective et de stratégie en quelques années.
Comme vous le savez, l'ASN s'est prononcée en 2021 sur la poursuite de fonctionnement des réacteurs de 900 MW d'EDF au-delà de leurs 40 ans de fonctionnement. Et la concertation qui va s'engager prochainement portera sur les conditions d'une telle poursuite pour les réacteurs de 1300 MW et nous y reviendrons. Mais parallèlement à ce travail lié au 4e réexamen des réacteurs, et vu les nouvelles orientations affichées en matière de politique énergétique, l'ASN s'est engagée avec EDF et l'IRSN dans 2 exercices d'anticipation qui viennent compléter les démarches de réexamen de sûreté décennaux des réacteurs. L'horizon des réexamens périodiques s'avère en effet mal adapté pour que les enjeux de sûreté nucléaire puissent être anticipés de plusieurs décennies et être intégrés dans les décisions de politique énergétique de long terme. Dans ce cadre, nous avons décidé d'examiner la situation de la poursuite éventuelle de fonctionnement des réacteurs de 50 à 60 ans, avant même que la 5e visite décennale de ces réacteurs ne soit mise en route. Nous avons émis à cet égard un avis du 13 juin dernier sur les points de vigilance qui sont à considérer concernant cette poursuite de fonctionnement, sur lesquels, sans préjuger des conclusions à venir de ces réexamens, nous demandons à EDF d'avoir une vigilance tout à fait particulière. L'ASN a identifié 2 sujets techniques, la fragilité de certains coudes fixés sur la cuve et les suites à prendre en compte du séisme du Teil pour les réacteurs de la centrale de Cruas. Ces points doivent être prioritairement examinés par EDF et ces sujets concernent au total 9 réacteurs. Alors, est-ce qu'on peut passer avec le micro jaune? Ça va peut-être être mieux, ça. Pardon. Tenez-le en haut si c'est possible. Comment ? Plutôt sur la partie haute. Voilà, très bien, merci. Vous m'entendez mieux ? C'est mieux ? C'est mieux ? Très bien. Donc l'ASN a par ailleurs demandé à EDF d'engager un travail d'identification, par anticipation, des points durs qui pourraient faire obstacle à la poursuite d'exploitation des réacteurs au-delà de 60 ans. Ce travail concerne essentiellement les composants considérés comme non remplaçables ou difficilement remplaçables des réacteurs, comme par exemple la cuve, l'enceinte de confinement, mais aussi les faisceaux de câbles électriques ou les internes de cuve. Ce travail fait l'objet d'une instruction approfondie qui devra déboucher sur une prise de position de l'ASN fin 2026. Voilà pour ce qui concerne le réexamen de sûreté et la poursuite de fonctionnement des réacteurs d'EDF. Le second sujet d'actualité de notre conférence concernera les enjeux d'accélération du dérèglement climatique. Et dans ce domaine, un des points de vigilance les plus importants de l'ASN est celui posé par le cumul des impacts sur l'environnement et sur la ressource en eau, notamment pour les réacteurs situés hors des côtes. Notre parc nucléaire a ceci de spécifique que 75% de nos réacteurs sont en bord de fleuve. C'est une situation qui est assez unique dans le monde, dans les grands pays nucléaires. La poursuite de fonctionnement des réacteurs et l'implantation de nouveaux réacteurs sur les sites nucléaires existants vont potentiellement augmenter les impacts cumulés sur l'environnement à l'échelle des bassins versants. Des efforts seront à faire pour réduire ces impacts, tout d'abord à partir d'évolutions techniques à prévoir sur le parc existant, mais aussi dans la conception des futurs réacteurs. Nous reviendrons, je pense, sur la vision d'EDF sur ce sujet. Mais il me paraît indispensable que nous réfléchissions à la manière de dialoguer et d'organiser les concertations coordonnées et élargies sur ces sujets à l'échelle des bassins versants, ce qui implique à la fois, bien évidemment, les CLI, mais aussi les autres instances de concertation qui existent à cette échelle, de manière à dégager une vision intégrée de ces sujets.
Je pense notamment aux commissions locales de l'eau, aux comités de bassin, qui ont bien évidemment une vision à cette échelle. Enfin, concernant les SMR et AMR que nous aborderons ce matin, l'enjeu en France, du point de vue de la politique énergétique, sera de savoir s'ils peuvent contribuer à la décarbonation de notre économie, et notamment en substitution aux productions d'énergie carbonée utilisées dans les process industriels, utilisant la vapeur ou la chaleur. Au-delà de ce débat de politique énergétique, la question première associée au développement de ces projets sera celle de l'acceptation de leur implantation par les populations en dehors des sites nucléaires actuels, au plus près des plateformes industrielles et des populations, et au regard du niveau de sûreté qu'ils sont capables d'atteindre. Ce sera, là encore, une réflexion nouvelle à mener sur les formes d'information, de concertation, voire de débat public à organiser en amont face potentiellement à un nucléaire diffus d'un nouveau genre qui pourrait se développer à l'avenir. Voilà, je crois, de vrais sujets de débat après les présentations qui seront faites. Cet après-midi, nous échangerons à partir de 2 tables rondes et d'un exposé centré sur les thématiques de la culture du risque, de la gestion de crise, de l'information et de l'association des populations dans différents domaines d'activité à risque et à l'étranger, ainsi que sur le retour d'expérience des situations post-accidentelles nucléaires que nous avons connues dans le monde. Ces sujets ne sont pas des sujets nouveaux pour nos conférences, mais ils seront abordés sous des angles complémentaires à ceux qui avaient été développés jusqu'à présent. Ces échanges et les débats que nous aurons seront introduits et conclus vu de l'expérience d'un sociologue-chercheur sur les risques et les vulnérabilités, et pas seulement dans le domaine nucléaire. Ces thèmes sont des fils conducteurs de nos travaux depuis plusieurs années. Et au-delà des témoignages sectoriels et territoriaux qu'ils permettent, et des retours d'expérience qu'ils suscitent, ils soulèvent, de mon point de vue, une question centrale qui est celle de comment impliquer davantage et sur la durée les populations elles-mêmes au-delà du cercle d'initiés que nous représentons. Dans le nucléaire, le développement de la culture de la sécurité et de la radioprotection dans la population se trouve confronté, comme dans les autres domaines, à la saturation des publics par l'information en continu, vraie ou moins vraie, et par les sollicitations de toute nature sur une multitude de sujets. Les enquêtes que nous menons régulièrement montrent que le public, y compris celui au plus près des sites nucléaires, s'estime encore insuffisamment informé sur les risques, quand bien même cette information est disponible. Elles montrent par ailleurs que plus les publics ont comme source d'information les sites Internet ou les réseaux sociaux, et moins ils s'estiment correctement informés sur les risques. Le grand public en général, et même les riverains des installations nucléaires, ne connaissent que peu les institutions chargées de les informer au niveau local. Ce constat doit à l'évidence nous conduire à nous interroger sur nous-mêmes et sur les nouvelles étapes à franchir en matière d'information, de transparence, de pédagogie sur les risques, ainsi que sur la manière et les moyens de toucher directement ou indirectement le grand public, au-delà de la sphère institutionnelle des parties prenantes que nous représentons. Vous le voyez, la journée ne manquera pas d'intérêt. Je suis convaincu qu'elle conduira à des échanges nombreux sur l'ensemble de ces sujets. Je serai malheureusement pris cet après-midi par une contrainte que je ne peux pas déplacer et je ne serai pas avec vous, notamment pour la conclusion. Et c'est Laure Tourjanski, commissaire à l'ASN, très impliquée sur ces sujets et disposant d'une expérience autre que dans le domaine nucléaire, notamment dans le domaine des risques naturels, qui fera la conclusion à ma place. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle conférence d'ECLI 2023. Merci. Merci, Monsieur le Leroduc. On va laisser le micro là pour Monsieur Delalonde. La parole est à vous à présent, Monsieur Delalonde. Tenez. Merci.
Bien, je vais essayer de tourner les pages avec le micro dans la main droite et les pages dans la main gauche. Un petit exercice de jonglage. Oui, Voilà. mais je suis persuadé que j'y parviendrai. Monsieur le Président, je vous rejoins sur les propos que vous venez de tenir et je vous en remercie. Mesdames, Messieurs les élus, présidentes et présidents de CLI, Monsieur le Président de l'Autorité de Sûreté, Mesdames et Messieurs, comme ça a été dit, nous voici réunis pour la 35e conférence annuelle des CLI. Et en préparant mon intervention, je me suis dit, et je me dis, lorsqu'on a commencé à réfléchir avec à l'époque la DGSNR, et j'y étais déjà, c'est-à-dire bien avant la création de l'ASN, et des lois qui ont consacré l'information et la transparence en matière d'activité nucléaire, à réfléchir à la création d'un rendez-vous annuel, d'une rencontre comme celle d'aujourd'hui, avec les CLI et pour les CLI, qui ont été créés en 1981, il y a 42 ans, sur la base d'une simple circulaire ministérielle à l'époque. Jamais nous n'avons imaginé, et je répète, j'y étais, une si belle longévité et un si beau parcours réalisé ensemble. Toutefois, Monsieur le Président, l'actualité aidant, nombreuses sont nos craintes, j'ai encore pu vous le dire hier, de voir non pas s'éteindre, mais remis en cause beaucoup des efforts qui ont été développés depuis 42 ans pour continuer à travailler ensemble et en confiance avec le modèle d'organisation du nucléaire français qui repose sur les 4 piliers que je me permets, vous les connaissez tous, mais de rappeler. Un exploitant responsable, mais sous contrôle d'une autorité indépendante, qui s'appuie sur un expert reconnu internationalement, ouvert à la société civile, vigilante, exigeante, soucieuse de comprendre et de participer au processus de décision pour notre bien commun, la sûreté nucléaire. Dans le cadre de cette organisation actuelle, Monsieur le Président, et en application de notre convention qui lie l'ASN et les CLI et l'ANCLI, et cette année encore, ce bilan montre que ce rendez-vous annuel, cette conférence annuelle, à votre invitation, est plébiscitée par les membres des CLI comme un moment important de l'année et pour lesquels nos membres se mobilisent. Aujourd'hui, 32 CLI sur les 35 qui couvrent notre territoire national sont présentes, bien représentées et en nombre. Cet événement est aussi considéré comme un temps fort de formation, ce qui témoigne du choix important, et je l'espère judicieux encore cette année, des thèmes abordés, et ceci depuis plus de 30 ans. Ce matin, dans les points d'actualité, vous l'avez dit, Monsieur le Président, mais j'insiste, nous allons aborder le sujet de la poursuite du fonctionnement des réacteurs de 1300 MW, et je salue Madame Noiville, la présidente du Haut Comité, qui fera une présentation de la démarche de concertation volontaire engagée, bien qu'il n'y ait pas de limite d'âge pour les réacteurs de 1300 MW, comme il n'y en avait pas non plus pour ceux de 900 MW, et alors que le projet de loi de réorganisation de la sûreté parle d'un fonctionnement, et vous l'avez repris dans vos propos, au-delà de 60 ans, je tiens à préciser quand même, et j'y étais déjà, que ces petites limites d'âge avaient néanmoins été annoncées au grand public et aux populations des territoires qui les accueillaient. Chez nous, à Gravelines, ça avait été par le président d'EDF, Marcel Boiteux. Et j'y étais, avec une durée de vie de 25 ans. Et je ne me trompe pas, les études de robustesse de l'époque prenaient un âge maximum de la cuve de l'enceinte de confinement de 40 ans. Bien sûr, le temps passe, et comme nous sommes dans la relance du nucléaire, les choix politiques de développement de notre parc commencent à dater, et il faut revoir les choses, et je pense que tout le monde peut le comprendre et l'entendre. Mais je fais partie de ceux, je vous l'ai dit hier, Monsieur le Président, et je le redis aujourd'hui, qui, à la construction de la centrale nucléaire de Gravelines, se sont enchaînés au beffroi de la ville. Non pas contre le nucléaire, je n'ai jamais été un opposant au nucléaire, mais pour plus d'informations et de transparence à l'époque, où on disait aux citoyens, et je l'ai entendu,
Circuler, il n'y a rien à voir, on s'occupe de tout. Circuler, il n'y a rien à voir, on s'occupe de tout, notamment des exploitants. C'est un peu cela qui m'a poussé à me lancer en politique et à être élu en 1977 aux élections municipales. Ce petit aparté pour vous dire que nos citoyens, nos concitoyens, aujourd'hui, à mon avis, et la politique, ce qu'on entend dans les médias et encore ce matin, plus qu'hier, veulent être acteurs de l'énergie de demain et souhaitent de plus en plus non seulement être informés des décisions, mais aussi participer au processus de décision, et notamment celles qui affectent leur territoire, principalement sur les questions environnementales et sanitaires. Le nucléaire n'échappe pas à cette règle, et la présentation qui nous sera faite, vous en avez parlé aussi, dans la journée par la société Kantar, sur la perception du nucléaire par les Français, en témoignera sûrement. Mais ce renforcement récent de l'image du nucléaire est aussi, selon moi, le fruit d'une collaboration pertinente depuis plus de 20 ans de tous les acteurs, exploitants, ASN, IRSN, Haut Comité, CLI, ANCLI et autres, notamment ONG, pour une transparence totale des questions nucléaires, pour une application logique de la société civile dans les processus d'expertise et de décision, pour un accès renforcé à l'expertise, car elle alimente la confiance. L'expertise alimente la confiance pour nous, en comprenant les enjeux techniques liés aux installations nucléaires. Cette collaboration dans le respect des rôles et des missions de chacun et dans le respect de leur indépendance réciproque participe au renforcement de la sûreté nucléaire et au renforcement de l'image que les populations s'en font pour le moment. Une énergie considérée comme nécessaire, exploitée avec sérieux et compétence, sous le regard vigilant de la société civile. Donc on ne peut pas comprendre que certains craignent quoi que ce soit. Fort de ces acquis, attention à ce que le renouveau du nucléaire n'oublie pas l'efficience du travail de ces 20 dernières années. Je vois encore aujourd'hui, dans le cadre de cette relance du nucléaire, l'utilisation du mot acceptabilité. Monsieur Quintin, hier soir encore, dans son propos de la rencontre, a utilisé ce mot acceptabilité. Il ne m'en voudra pas, hein. Je l'ai réécrit en partir d'hier soir. Ce mot acceptabilité, personnellement, il mûrisse. Dans une période où l'on prône la démocratie participative, je souhaite rappeler, et la présence de tous les acteurs du nucléaire ici en témoigne, que nous travaillons tous à une meilleure compréhension des enjeux nucléaires, pour que les citoyens informés, éclairés par des positions diverses et divergentes, adhèrent, plus ou moins, adhèrent aux décisions prises, en comprenant le sens, la raison, et partagent le choix du renouveau nucléaire et de sa place dans le mix énergétique de demain. Je vous rappelle 2 définitions du Larousse. L'acceptabilité, le caractère de quelque chose qui est plus ou moins tolérable. Le nucléaire est-il intolérable ou peu tolérable ? Je pense que le gouvernement devrait revoir son Larousse en utilisant ce mot dans les textes de son projet de loi. Alors que le mot adhésion, c'est le ralliement à une idée, c'est une forme d'approbation. Nous avons la chance en France d'avoir un large arsenal de dispositifs pour dialoguer avec le public, le grand public, la société civile, la population. Nous avons les CLI, nous avons une autorité de contrôle indépendante, un expert public connu et reconnu, le Haut Comité, la CNDP, des exploitants responsables. Utilisons cet arsenal pour construire le nucléaire de demain, avec nos citoyens, et non dans un processus d'acceptabilité, une forme de soumission peut-être, de contrainte, de rapidité, d'accélération des procédures, qui ne peuvent, pour moi, pour nous, au CLI et à l'ANCLI, qu'entacher la sûreté et surtout la confiance des citoyens.
Je me permets de vous remémorer que l'analyse de l'exploitation de la navette Challenger de la NASA aux USA a montré que cette catastrophe malheureuse résultait d'un changement d'objectif de la NASA vers un triptyque qui a été baptisé à l'époque Better, Faster, Cheaper. Mieux, plus vite, moins cher. Ceci en écho aux propositions que j'ai tendance à entendre depuis quelque temps. Notre journée d'échange est consacrée à la culture du risque, un sujet que j'affectionne personnellement tout particulièrement, en tant qu'ancien maire qui a sur sa commune, même si je ne l'administre plus, des sites Céveso seuil haut en nombre important, tout le grand port maritime de Dunkerque à 90% et sur la commune que j'ai administrée, et la proximité immédiate de la centrale nucléaire de Gravelines. Depuis le début des années 90, nous expérimentons sur ce territoire des initiatives innovantes pour mobiliser et sensibiliser les citoyens en s'appuyant sur les associations et les lieux de vie des habitants. Et en écho à votre intervention pour laquelle je disais que je suis d'accord, il faut essayer de trouver d'autres moyens pour communiquer. Je voudrais vous présenter La voilà. Une image. C'est notre dernière innovation, le tricycle badgé tous résilients face au risque. Une initiative multirisque de l'équipe de l'Ancli, avec la CLI de Gravelines, le S3PI Flandre-Côte d'Opale, qui s'intéresse à tous les problèmes de risque de toutes les entreprises. Et l'actualité vous parle beaucoup de Dunkerque actuellement, et tout ce que l'actualité parle, c'est sur cette fameuse commune que j'administrais. Une initiative pour laquelle nous sommes très fiers. Dans le cadre des Journées de la Résilience, nous comptons développer cette action avec les CLI et avec d'autres territoires volontaires dans les années à venir. Une initiative dont on est particulièrement fier parce qu'il faut être à l'écoute de ce qui se fait ailleurs en matière de sensibilisation du public. Et je suis ravi qu'aujourd'hui, nous accueillons une représentante de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Madame Berthelot, et une représentante canadienne de la ville de Terre-Monde, Madame Lavigne, avec qui nous partagerons les expériences. Je pense que nous devons effectivement, Monsieur le Président, comme vous l'avez dit, être attentifs à tout ce qui se fait sur ce sujet primordial de la culture du risque. Surtout avec tous les projets dont vous aurez à l'ASNR la responsabilité au niveau des décisions. Et ceci pour obtenir une adhésion des citoyens. Monsieur le Président, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je ne peux pas conclure mon intervention sans continuer un peu sur le sujet d'une possible réorganisation. Je suis obligé de le dire, il y a des parlementaires dans la salle dont la responsabilité sera très grande, Monsieur Lenné. De conclure sur la réorganisation de la sûreté nucléaire avec la fusion envisagée des activités de l'IRSN dans la SN. Un choix, je le dis toujours, nous sommes à l'Ancli et dans les CLI respectueux des décisions prises au niveau national. Mais on peut quand même les commenter ou les critiquer ou éventuellement donner son avis, jusqu'à preuve du contraire. Un choix qui nous interroge, toutes et tous, et ce, quelle que soit notre position vis-à-vis du nucléaire. Je veux y revenir car nous avions prévu, avec vos services, de faire intervenir ce matin Madame Rigaille du ministère pour nous expliquer le projet de loi. Et dans la mesure où, au dernier moment, ça s'explique, ça se comprend, on peut le croire, ce point a été supprimé de notre ordre du jour, les participants des CLI ne comprendraient pas que je n'en parle pas un peu plus comme président de l'Ancli. Ce projet constitue un choix considéré pour nous comme abrupt et fort de conséquences, dans une période où les enjeux à venir nécessitent de la stabilité et de la confiance. Je me suis déjà exprimé devant l'OPEX, devant le gouvernement. Cela nous concerne tous et toutes, et cela concerne la sûreté de demain. Pour nous, à l'Ancli et dans les CLI, il y a 2 points qui nous semblent majeurs. Le premier, la robustesse et l'indépendance des relations entre l'autorité de contrôle, l'expert public et les exploitants, qui n'est plus à démontrer. Ce dialogue quotidien à 3, exploitants, experts,
autorité est bon pour la culture de sûreté, en la stimulant et en facilitant ensemble une exploration croisée, mais de manière indépendante, de sujets complexes. Deuxième sujet important. En pleine crise énergétique, où le nucléaire est sur le devant de la scène, la transparence et la participation au processus de décision et à l'accès à l'expertise reste un triptyque indissociable. Contribuer au développement au développement de la compréhension des enjeux nucléaires est un atout qui participe à la confiance des citoyens et qui doit absolument être confirmé dans la future loi. Attention, la transparence ne consiste pas simplement, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, de notre manière, mais c'est là où aussi je vous rejoins, pas simplement à mettre à disposition une information. La transparence, ce n'est pas qu'une information. Un avis, une étude, une expertise sur Internet, dans les réseaux sociaux. Comme certains l'envisagent, l'espèrent, voire même l'exigent. Les oreilles sont en train de siffler sur l'expertise publique et leur publication. Pour l'ANCLI, l'explication du cheminement d'une décision, la justification de la prise en compte ou non des recommandations d'une expertise par le décideur et la participation de la société civile doivent rester le socle de la future organisation de la sûreté nucléaire. Les citoyens sont capables de comprendre pourquoi une autorité n'aura pas suivi complètement une expertise. Il suffit de lui expliquer avant, et après les gens comprennent parfaitement. Mais de ne pas en parler, voire de cacher, je ne pense pas que ce soit bon. J'espère que la voix de l'ANCLI sera entendue. Notre modèle d'organisation est robuste. Il n'est rien arrivé de grave au cours de ces 50 années du nucléaire civil en France. Attention qu'il n'en soit pas différemment demain, en voulant faire mieux, plus vite et moins cher. Un accident pourrait vite arriver, si vite arriver. Et tous ceux qui auront décidé de ces changements par la loi, prise peut-être un peu trop rapidement, à mon goût, ça n'engage que moi, devront assumer leurs responsabilités. Sans ne plus pouvoir avancer le principe de précaution qu'ils auront rejeté, voire piétiné. Attention. Organiser une telle journée, Monsieur le Président, n'est pas simple, c'est compliqué. Et j'en termine là, et encore moins dans une période actuelle, sur le sujet qui nous réunit. Je souhaite terminer simplement en remerciant nos deux équipes, celle de l'ASN et de l'ANCLI, pour l'organisation et pour la réussite en perspective, je l'espère, de cette rencontre. Excellente journée à toutes et à tous, et merci de votre attention. Merci, monsieur Delalonde. Merci, monsieur Delalonde. Alors, cette année, vous avez la chance de bénéficier, je ne sais pas si vous l'avez vu en entrant dans la salle, d'un facilitateur graphique. Il est tout au fond là-bas, Frédéric de Bailleul, qui va nous livrer son regard sur les interventions de tous ceux qui vont succéder sur cette scène. Est-ce qu'on peut voir avec la caméra ce que ça a donné ce matin? Vous le voyez, les nouvelles étapes. Ah, c'est pas tout à fait terminé. Vous pourrez regarder donc cette fresque en sortant de la salle tout à l'heure, et Frédéric va continuer tout au long de cette journée, et on pourra également s'appuyer sur lui cet après-midi. Donc le nucléaire, vous le voyez, en perspective, ça nous fait une très bonne transition pour la suite, puisque c'est le premier rendez-vous de cette journée, le passage en revue de l'actualité du nucléaire.